Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes dans le Jura, proche d'Arbois, avec Stéphane Tissot, donc domaine André Mireille Tissot. Bonjour Stéphane. Salut, bonjour. Peux-tu nous faire un petit historique du domaine, un peu son histoire? Alors donc le domaine, il y a 50 hectares de vignes aujourd'hui, on est en bio depuis 99, biodynamie depuis 2004. Au début le domaine il a été créé par mes parents en 62. L'histoire c'est que mon grand-père était coopérateur, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il avait des vignes, il était coopérateur, il avait aussi des vaches parce que les fermes étaient toutes en polyculture à l'époque. Et donc il avait 4 fils et il a planté une vigne à chacun de ses fils. Et ils ont tous démarré leur domaine séparément. Au début ils pensaient même s'installer un peu ensemble et c'est mieux pour ma génération, ils ont tous séparés et tous créé leur domaine séparément. Il y a juste mon père qui a travaillé pendant 2 ans avec son frère Daniel, qui est parti après s'installer dans le sud-ouest et créer un domaine à Buzette qui s'appelle le domaine du Pêche, qui est repris maintenant par ma cousine puisque mon oncle est décédé. D'accord. Ma cousine est Ludovic. Et donc voilà, ils ont tous démarré avec cette vigne, et puis mon père a commencé à reprendre pas mal de métayage, de location, tout ça pour créer un domaine classique. Et puis il est monté à peu près petit à petit, entre 62 et 90, il est monté pratiquement jusqu'à 18 hectares de vigne. Pas jusqu'à 18 hectares de vigne à peu près. Et donc voilà, il bossait pas mal parce que c'était à l'époque, il labourait pas mal encore comme ça se faisait. Il désherbait quand même malgré tout encore parce que ça se faisait comme ça. Mais bon, par contre, comme dit mon père, il était champion dans les concours et tout ça, il avait plein de médailles, tout ça, tout ce qui se faisait à l'époque, il se débrouillait pas mal. On a commencé à bosser en 90 un petit peu ensemble. En 93, il y a eu quand même une passation un peu technique entre les deux. Et moi j'ai commencé à faire après des premiers chardonnays houillés avec bâtonnage à l'époque, avec des premiers pinots aussi, avec pigeage. Enfin j'ai commencé à faire des vins un petit peu plus ce que j'avais vu à droite à gauche, parce que j'avais fait 5 ans d'études à Beaune et puis j'étais allé bosser dans différents pays. Et donc voilà, on a petit à petit après fait une passation qui a été à certains moments mouvementée, parce que c'est vrai qu'après quand on a commencé de décider de passer en bio, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, on a fait une passation qui s'est quand même relativement bien passée. Mon père m'a laissé faire assez jeune pas mal de choses, et ça je remercie parce que c'est quand même sympa. Donc ici, on est dans un endroit qui s'appelle le Clos Saint-Roch. Le Clos Saint-Roch, c'est au milieu d'Arbois, donc c'est pas constructible, savoir que c'est assez protégé, c'est assez sympa, c'est vraiment au cœur d'Arbois. Et ça ressemble à un jardin. La vigne, elle fait 7,70 €. C'est pour moi une des plus vieilles vignes de chardonnay que je connaisse. J'en ai jamais vu dans d'autres régions, ni ici dans le Jura, de aussi vieilles. Les pieds sont vraiment énormes, et donc ça permet de faire à peu près un tonneau par année qu'on met qu'en magnum. Et puis par contre, après, on a fait énormément de sélection massale sur cette vigne pour planter de nouvelles vignes. Et ce que je t'ai montré tout à l'heure, quand on goûte les raisins, ils sont croquants. Normalement, le chardonnay est assez juteux, et ici, les raisins, ils sont très croquants, ils sont fermes. C'est un goût qui est complètement différent par rapport à ce qu'on a. Donc il y a une partie greffée, une partie pas greffée. Donc voilà, c'est assez marrant. On est dans une moraine calcaire ici, ce qui est un terroir assez particulier, parce que c'est des éboulis, c'est des galets roulés. Donc là, la petite butte qu'on a là, c'est quand le glacier a avancé, il a fait un petit bourrelet qui était devant le glacier, c'est cette butte là, c'est une moraine calcaire. Et donc la vigne se trouve au pied de cette moraine calcaire. D'accord. Très belle parcelle. C'est marrant, voilà. C'est la plus petite vigne du domaine, mais aussi c'est une vigne assez sympa. C'est une vigne que je loue, c'est même pas une vigne à moi. D'accord. C'est une vigne que je loue, mais vraiment que j'ai louée pour sa possibilité de qualité du cépage et la qualité de sélection massale qu'on peut tirer avec ça. Ouais, elle a vraiment une importance au niveau de l'ADN, garder la diversité génétique du domaine, quoi. Bénédicte, donc mon épouse arrive en 93, et puis on a fait pas mal de choses depuis ça, puisque comme je vous dis, on est arrivé à 50 hectares de vignes, en ayant repris pas mal de vignes que par exemple autour de la Tour de Curon, on n'avait pas une vigne, on a 8 hectares autour de la Tour de Curon, si on va aller tout à l'heure en Angers. On a repris une vigne à Château-Chalon, en Spoix, au Bruyères, on a doublé la surface, enfin. Moi j'ai misé beaucoup sur les beaux terroirs. Le Jura c'est une mosaïque de plein de terroirs différents, et j'ai vraiment misé sur des super terroirs parce qu'il n'y a pas de classification de cru dans le Jura, il n'y a pas de premier cru pour les grands crus ni rien. Simplement il fallait simplement par rapport aux voisins dire tiens je mets un peu plus et puis je prends que ce beau terroir là. Le restant c'est moins intéressant, et voilà. Et donc ce qui fait que demain s'il y a une classification de cru, j'espère qu'il y aura ça un jour dans le Jura, peut-être pas ma génération d'après, mais c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre parce qu'on a quand même des terroirs qui sont fabuleux. Oui, donc pour en arriver au terroir, donc tu m'as expliqué qu'il y avait 2 grands terroirs et tu vas nous détailler ça. Tu as une approche vraiment très parcellaire, même jusque dans les vins jaunes. Tu me disais que les vins jaunes c'était plutôt un vin de vinificateur, mais là tu rajoutes une dimension parcellaire. Donc peux-tu nous parler un peu de ces terroirs et de ta philosophie à ce niveau-là? Avant de parler des terroirs, il faut peut-être parler à comment on les
comment on travaille la vigne. C'est-à-dire que si tu veux, on a... Donc moi je suis allé bosser à droite à gauche, comme en 80 je suis allé en Australie, en 93 en Afrique du Sud, enfin j'ai bougé à droite à gauche. Et c'est vrai que quand je suis revenu ici, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris à l'école, c'était des recettes de cuisine, hein, la technologie dans la vinification c'est ça, finalement qui sont utilisées partout à travers la planète. Et moi quand j'ai voulu commencer à faire les premiers vins là, j'ai fait comme j'avais appris à l'école, c'est-à-dire qu'on essaie les levures pour faire fermenter, on voit ce que ça donne, on fait... Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 90 j'avais essayé une levure qui venait de Champagne pour faire des premiers vins ici. Et je suis arrivé en Australie 6 mois après et j'utilise la même levure pour faire fermenter. Donc je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ici, dans le Jura, en France, on peut faire des fermentations spontanées. En Australie, ils ne peuvent pas. Et puis finalement, on ramène tous les compteurs à zéro puisque en France, on commence à utiliser les levures, les mêmes qui sont utilisées là-bas en Australie. Donc quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Donc je me suis dit, il faut arrêter les levures, il faut repartir avec des fermentations et une vinification un petit peu plus naturelle, un petit peu plus respectueuse des terroirs pour aller plus loin. Et donc, pas de levure, pas de bactéries, tout des fermentations spontanées, toutes des choses naturelles comme on veut le faire. Donc en 91, une levure au domaine. Et donc on a commencé donc, à faire des choses un petit peu originales, à faire des chardonnays houillés. Et puis moi par rapport à tout ce que j'avais vu un peu à droite à gauche, notamment en Bourgogne, j'ai commencé à vouloir faire des chardonnays parcellaires. Donc on a commencé à faire les premières sélections et tout. Et en 97, donc j'ai commencé à faire les premières sélections parcellaires de chardonnay en calcaire, en 98 en argile. Et petit à petit, j'ai essayé un peu de tester tout mon domaine pour finalement isoler toutes les parcelles que je jugeais les plus intéressantes. Et aujourd'hui, on fait 10 chardonnays différents. Parce qu'en plus il y a des chardonnays un petit peu originaux parce qu'on fait une sélection massale de chardonnay rose. Et ça c'est une vieille variété de chardonnay qu'on a beaucoup dans le Jura. Il y en a aussi un petit peu en Bourgogne du côté de Marsanais, j'ai vu. Mais voilà, on a sélectionné donc tous ces vieux chardonnays qui existaient chez nous. On refait aussi une petite parcelle, la parcelle qu'on a vue tout à l'heure quand on vendangeait. Il y a juste un tonneau d'une vieille vigne qui s'appelle donc le Clos Saint-Roch, qui fait juste 7,70 de quoi faire un tonneau. Et donc ça c'est des vieux chardonnays qui sont vraiment très très anciens, qui sont super intéressants. Et en tout, ça fait 8 chardonnays différents. Et donc cette envie de tout sélectionner, tout montrer la diversité qu'on avait chez nous avec le chardonnay, petit à petit ça a fait un peu de tache d'huile. Et puis moi j'ai réfléchi pendant pas mal de temps comment faire des jaunes de terroir. Et les jaunes, ça met longtemps parce que quand on fait les premiers essais, il y a 6 ans de vieillissement. De là, arriver à ce qu'on veut, de mettre en bouteille, tout ça, en tout, ça prend pas mal de temps. Ça prend 15 ans à peu près pour s'y repérer. Et en tout, donc, on a commencé à faire des vins jaunes de terroir en 2003, où tout était bien cadré, tous les terroirs étaient identifiés. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, on fait 10 chardonnays différents et on fait 6 jaunes de terroir. Partout, il est bon. Alors voilà, vas-y, cette semaine on va définir. Qu'est-ce que tu veux moi normalement? Ah oui, le morceau qui était envoyé tous les réseaux. On a des gants, des gants pratiques. D'accord.
l'escalier qui a sorti à droite là. D'accord. Nickel, j'avais pas vu. Après, t'as tous les parcellaires qui sont identifiés. Les taux de sulfite, il y a vraiment tout. Il y a encore les 17, les 18. Là, je pense qu'il y a les 17 qui sont en élevage de ce côté-là. Les autres sont en fermentation de l'autre côté. Attention. Là, t'as une amphore géorgienne. Ah oui. Elles sont enterrées pour la porosité en fait, elles sont très poreuses. Pour démarrer TFA, tu mets du gaz ou tu laisses. Oui, je n'ai toujours au gaz. Loïc, tu souris. Thierry, c'est mon pote, restaurateur, artiste, et qui peint et tout, puis qui vient nous donner quelques vendanges un peu. Loïc qui a fait des stages un peu à droite à gauche, c'est la première année qu'il bosse chez nous. Et donc, c'est lui qui a fait le montage, mais le principe c'est que chaque cuve, moi je l'ai contrôlé une fois le matin, une fois le soir. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur des vendanges entières en pinot noir, sans soufre. Et le principe, c'est de contrôler tous les matins, tous les soirs, voir ce qu'on fait, si on pige, si on fait un relevage, si on fait un remontage. Rien n'est systématique, tout est au fur et à mesure qu'on avance. Et donc voilà, donc là par exemple, là c'est. Nous, donc tout le matin, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est on sent, voir comme ça avance, on prend un peu de raisin, les vendanges entières aussi, voir ce que ça donne. On les goûte généralement une fois par jour, et après on décide si on fait un remontage, un pigeage ou tout ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, c'est des grappes entières, il y a eu un léger pigeage pour le moment. Et ça sent super bon, c'est bien. Puis là, on va faire la différence. On va goûter la même vinif, les mêmes maturités entre les pinots noirs calcaires et les pinots noirs argile. Donc on va commencer par goûter le pinot noir calcaire. Bon, il y a des cuves de partout parce que c'est bon signe. Il y a du raisin, donc il y a des cuves de partout. Je te remets, c'était pas c'est frais, hein. Je crache toujours sur les ponts messagères. Donc là, on est sur le fruit, il y a encore une certaine amertume, classique. On est sur la grappe entière. Mais là, on est vraiment sur le fruit, sur le côté croquant, sur le côté mûr et fruit rouge. C'est assez délicat quand même, en plus au niveau de texture, les tanins sont très fins. Maintenant, on va goûter exactement le même, cette fois-ci sur des argiles. Barberon pinot noir. Tu m'as le ramené dans le sud. Tu dis quoi? Tu le garderas plus tard. C'est à la caméra, ça tourne. On le retrouvera. Et dans 20 ans, tu feras ça quand tu feras ton vin. Même avant. Donc là, on est beaucoup plus épice. Ça sent plus la vendange entière, c'est plus d'épaule, c'est barberon, ça n'a rien à voir. Ça se livre plus facilement en termes de fruits. Ça, par contre, il y a plus de côté épicé, plus de côté réducteur parce qu'on est sur des argiles. C'est moins typé vendange entière que j'ai goûté hier avec Émeric et avant midi, et c'était plus marqué encore plus épice. Ça, c'est un peu moins épice que d'habitude. Bon, on va passer un film. On a 18 cuves de rouge, il n'y en a qu'une qui a 0,8 g hecto de soufre. Toutes les autres, on s'en souffre. Donc ça nécessite vachement de contrôle. T'as mis un dosage parce que plus fragile? Non, parce que c'est une cuve, je fais toujours trousseau singulier. Je fais une partie sans soufre et une partie avec un petit peu de soufre, mais 0,8 g hecto, c'est rien du tout. Oui. Mais c'est ce que je veux garder un peu parce qu'après il y aura un élevage, ça sera mis en bouteille un peu plus tard. Voilà. Donc le singulier, il y a un tout petit peu de soufre, pas beaucoup. Oui, c'est homopathique. Non, c'est un pigeage sur un montage. Il y en a qui se détail. Pigeage à la pige même, parce que sinon tu vas tomber dans hier, disons qu'il a fait à la pige. Donc un pigeage à la pige, un bon pigeage à la pige. Et autrement, tous les pinots, sauf la numéro 1, vous faites tout, un léger pigeage à la cheville avec remontage sur chaque. Puis après, il faut bien cacouiller et le mac vin rouge, les deux mac vin rouges.
Ça c'est tout simple. Puis 2 remontages vite fait sur les pulsars, sur les 2 pulsars. Donc 2 remontages en pulsar, sans remontage sur les 2 pulsars. Et puis les pigeages, donc les pigeages Pinot, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 pigeages chevilles et remontage sur les 4 Pinot. Et puis un remontage costaud sur un pigeage costaud sur la trousseau singulier. Et pourtant, ça fait rien. Rien, tu nettoies et tout, c'est tout. On va le Je veux vraiment te remercier de nous recevoir pendant les vendanges. Parce que Si tu veux, j'ai dit normalement les vendanges étaient finies, j'avais dit il viendra, mais ça sera le bordel. Ouais. Là, les vendanges sont pas finies. et c'est le bordel. Donc, si tu veux, c'est quand même un peu. Donc, ça, c'est trousseau et grappage manuel, comme on fait tous les trousseaux, tous les poussards. C'est grappage manuel. On a rempli la cuve, on est parti vraiment au carbo, c'est-à-dire que la fermentation a démarré à l'intérieur du raisin. Et puis là, depuis quelques temps, depuis 2-3 jours, les raisins commencent un peu à se vider de leur jus. Au bout de, on l'a fait il y a 2 semaines, celle-ci. Et donc, on part du côté carbo, on va avoir un peu plus sur l'extraction. Donc, sur les vendanges, tu commences par les rouges ou c'est vraiment la parcelle? Non, mais cette année c'était compliqué. Normalement on fait crément, après on fait du rouge, mais là cette année on a fait commencer les créments, après on a fait beaucoup de rouge, et puis on a fait un peu de crément avant de refaire les autres, parce que c'était très irrégulier. Et tout. D'accord. Les maturités étaient très très irrégulières cette année. Et quand tu es rentré de vacances, tu as dû creuser les ménages pour savoir comment tu étais. On savait quand, en revenant de vacances, ça allait être le double. C'est un bobine ça, si tu fais un 47 J'y vois comme ça. Moi. Donc ça, Volatile de tenue, je pense qu'il y a du volatile. ça goûte pas carbo. Ça c'est des trousseaux plutôt jeunes vignes, on Ouais. est dans le DD. D'accord. Et là, normalement, en bas, il y a une partie qui seront à 3 mois de macération. Et là, on a 2 cuves, parce qu'il y a plus de raisins cette année, 2 cuves qui vont être à 1 mois de macération. D'accord. Mais là, il est comme ça, il est bien pleine. Et à la limite de dégueuler, c'est ce qu'il faut. Moi, j'aime bien quand ça se remplit. Ça, c'est une cuve normalement qu'une cuve tampon, qu'on ne sert pas trop pour ça, mais cette année, on s'en sert pour la macération. Et donc là, il est bien pleine, ça évolue, tout va bien. Nickel. Non, non, tu rien. L'habitude d'être de chaîne, c'est. Déjà, la première chose, moi, pendant les vendanges, j'aime bien venir ici parce que il y a. Allez, regardez ça, c'est sympa parce que il y a du raisin partout. C'est les vendanges, mais on est un peu loin du pressurage, on est un peu loin de toute l'activité fermentaire, de tout ce qui se passe pendant les caves, pendant les vendanges et tout ça. C'est-à-dire que là, c'est l'endroit où on fait le vin de paille. Le vin de paille est plus concentré parce qu'une grande partie de mes vins liquoreux sont plus en appellation vin de paille, parce que je les presse beaucoup plus tard que la normale. Et donc c'est ici où on va faire sécher les raisins, on les monte à l'étage, au grenier, c'est au-dessus de la cave, sur de la paille à l'ancienne. Là il y a du chardonnay et il y a pas mal de savagne à peine plus loin. Et cette année par contre il n'y a pas beaucoup de pulsars parce qu'on les a réservés pour faire beaucoup de rouge cette année en pulsar. Donc voilà, c'est là où on fait le vin de paille et normalement on attaque ça au début des vendanges et on va presser ça au mois de décembre-janvier. Là, vu déjà qu'on est au mois de septembre, normalement on les fait à cette époque-là, vu comme ils sont concentrés avec la chaleur qu'il a fait, je pense qu'on va plutôt les presser en fin octobre, on va commencer à les presser, je pense. Super. Peux-tu nous expliquer donc tes terroirs, vraiment les sols, parce qu'il y a aussi une grande importance à ce niveau-là. Le Jura, c'est une mosaïque de plein de terroirs différents. Dans le Jura, on a la chance d'avoir beaucoup de terroirs quand on va en Bourgogne, plus les 100 millions d'années d'avant. Je vous explique ça, c'est simple. C'est que si vous voulez, Jura-Bourgogne, il y a 80 millions d'années, c'est un grand plateau qui était fait tout de la même façon. Il y avait 3 couches de sédimentation qui s'étaient fait pendant à peu près 150 millions d'années. La couche la plus jeune, c'est tout du Jurassique, c'est tout des calcaires. Et donc cette couche de calcaire peut comprendre du Bajocien, du Chiméridien, de l'Alénien, tous les calcaires qu'on peut trouver en Bourgogne ou qu'on trouve dans le Jura. C'est toute la couche la plus jeune. Sous cette couche de calcaire, il y a des couches plus anciennes, qui sont des époques de sédimentation qui sont le Lias ou le Trias, qui sont beaucoup plus anciennes, où là, plutôt que ça soit des calcaires, la roche-mère c'est de la marne, donc ça va donner des sols très argileux. C'est le Lias et le Trias. Le Trias, on va à plus de 250 millions d'années, donc c'est vraiment très très ancien. Ce grand étendu, à un moment, c'est séparé, c'est-à-dire que la Bourgogne s'est séparée par le Jura, avec le Jura.
c'est bien, tant mieux pour nous. Mais donc ce qui fait que sur 80 km de large, le Saule est descendu et a créé la plaine de la Saône actuelle et a séparé vraiment la Bourgogne du Jura. Les sols les plus récents, donc on l'a dit tout à l'heure, c'était des sols calcaires. Donc pendant un petit moment, il y a eu le coteau calcaire bourguignon qui s'est retrouvé face au coteau calcaire jurassien. Si on va en Bourgogne, et on parle plutôt du nord de la Bourgogne du côté de Beaune, on a toujours ce mur de terroir calcaire qui fait toute la diversité de la Bourgogne et toute la magie de la Bourgogne, avec toutes ces différentes variations de toutes ces nuances de calcaire qui fait ça. Donc ça, vous arrivez à la plaine de la Saône et vous avez un mur de vigne calcaire en face de vous. En face, dans le Jura, 80 km en face de l'autre côté de la plaine de la Saône, on n'a pas cette régularité. Vous arrivez dans le Jura, on voit qu'il y a plein de petites buttes, plein de petits vallons. On n'a pas une côte régulière comme en Bourgogne. Et ça s'explique de façon très simple. C'est qu'on a derrière nous les Alpes. Les Alpes, quand elles se sont créées, elles ont tout poussé ce qui est autour. Elles ont fait énormément de poussées et elles ont créé le massif du Jura, comme on le connaît. C'est-à-dire que les Alpes, la Bourgogne est là, le Jura est là. Les Alpes ont poussé, ont fait le massif du Jura comme on le connaît. En même temps que la poussée des Alpes allait comme ça a fait toute la montagne, les plateaux, toute la diversité du Jura qu'on connaît. En même temps que la poussée continuait, toute la montagne du Jura a avancé en direction de la Bourgogne d'à peu près 5 km. Et en avançant en direction de la Bourgogne, au pied de la montagne où se situent les vignes, puisque les vignes se situent sur ce qu'on appelle le Revermont. Le Revermont, ça part de la plaine de la Saône au premier plateau jurassien. À la base de ce Revermont se situent les vignes. Toute la montagne a été avancée. Finalement, là-dessous, il y a eu plein de bourrelets, si vous voulez, la vigne. Le massif en avançant, ça a fait plein de petites buttes, ça fait plein de petits bourrelets en bas de cette montagne. Et en faisant ça, ça fait ressortir les argiles du Lias et du Trias qui étaient normalement plus en sous-sol. Et ça fait remonter tout ça en surface. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le Jura, c'est à peu près 30% de sols calcaires qui sont des sols identiques à la Bourgogne. On va trouver du bajossien, du chiméridien. Donc bajossien, c'est la colline de Corton en grande partie. Chiméridien, c'est Chablis, de l'alénien. Enfin, il y a tous les terroirs calcaires bourguignons qu'on va retrouver en Bourgogne, pour à peu près 30% du vignoble. Et à côté de ça, 70% du vignoble, c'est des argiles du Lias, des argiles du Trias. C'est majoritairement ce que les bourguignons, surtout les bourguignons du Nord, ont sous leurs pieds. Et comme je dis toujours, on a 30% des sols calcaires, plus 70% de sols plus anciens. Et là, on va jusqu'au Trias, qui est beaucoup plus ancien. Le calcaire, donc, quand on est sur des calcaires, on va pouvoir avoir des similitudes par rapport à la Bourgogne. Quand on est sur des argiles, Lias et Trias, ça va être complètement différent, parce qu'on va se retrouver avec des sols qui vont donner des vins beaucoup plus réducteurs, des sols beaucoup plus argileux, beaucoup plus lourds. Ça va très bien correspondre au chardonnay si on veut un peu plus de réduction, ce côté plus épicé, plus fumé sur le chardonnay. Le pinot aussi, notamment sur le Lias, le pinot va avoir toujours un côté un peu plus épicé. Par contre, c'est deux terroirs qui sont géniaux pour le Poulsard et le Savagnin. Le Poulsard doit obligatoirement être planté sur des argiles, sinon il ne va pas faire de raisin. Et le Savagnin, par contre, il doit obligatoirement être planté sur d'argile, non pas parce qu'il pourrait donner des vins sur des calcaires, mais ce qu'on a besoin, nous, quand on fait du vin jaune, c'est d'avoir des vins qui ont beaucoup d'alcool, beaucoup d'acidité. C'est-à-dire des sols assez frais, qui gardent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité dans les vins, et ça, c'est typique des sols argileux, avec en plus un côté réducteur beaucoup plus marqué. Et ce Savagnin, avec cette matière qu'il a, on va pouvoir faire du vin jaune avec. Et donc ça, on en parlera tout à l'heure, peut-être quand on parlera du vin jaune, mais ces sols argileux, c'est vraiment Poulsard, Savagnin, c'est vraiment les deux terroirs qui nous conviennent à fond à ça. Après, on va pouvoir s'amuser, par exemple le chardonnay, on peut le planter partout, puis l'expression terroir va être différente en fonction du bajossien, du chiméridien, du Lias, du Trias. On aura une diversité de terroirs qui sera assez dingue. Et donc voilà, donc tout ça fait que le Jura, c'est une mosaïque de plein de terroirs différents, qui correspondent à différents cépages, et puis après différents styles de vinif. Parce que forcément, le Savagnin, on va pas pouvoir le vinifier on va pouvoir le vinifier de façon différente. S'il est sur nos argiles, Lias, Trias, et ça donnera des choses complètement différentes. Avant d'aller à la vigne, parler un peu viticulture avec toi, et puis passer en cave pour parler vinification, pour arriver aussi sur les vins jaunes, parce que je veux vraiment faire un focus là-dessus. Peux-tu nous parler de ce millésime 2018, parce que, comme les vignerons qu'on a visités dernièrement, tu es un vigneron heureux, peux-tu nous dire à quoi ça te fait penser, et aussi les traits, le caractère de ce millésime? 2018 déjà, ça assèche tout le monde. Nous, ça fait 4 semaines de vendange donc le millésime 2018, ça assèche déjà un petit peu tout le monde. Là, la voix commence à être un peu éraillée, je commence à être un peu naze, qu'on est à 4 semaines de vendange bientôt. Par contre, on a un millésime qu'on voit une fois dans une génération. On a fait des Savagnins au réfractomètre à 14, 14,4, c'est-à-dire que ça te fera des vins avec 15, 15,5 d'acquis. Des rouges à 14, enfin c'est... Puis en plus, il y en a, ça ressemble beaucoup à 47. C'est-à-dire une quantité dingue, et puis un millésime qui est... Tout est mûr, c'est impressionnant. Et donc, c'est génial. Donc,
ça fatigue parce qu'on travaille tout comme s'il y avait 15 hecto-hectares. Donc tout est précis, on essaie que tout soit nickel, mais bon, ça fait des cuves, ça fait du mine, c'est bien. Ça nous fait du bien parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas fait de beau millésime en quantité, et puis qualitativement c'est génial, quoi. Donc là, vigneron plutôt heureux, tout va bien. Plutôt heureux. Sur les équilibres de raisin, tu es satisfait parce que souvent on voit certains vignerons sur les réseaux sociaux dire attention, on va plus avoir d'acidité, on va perdre cet équilibre. Qu'est-ce que tu penses justement de ces équipes de raisin puisque tu as déjà goûté pas mal de jus? Mais est-ce que les bons vignerons du Sud ils acidifient ou pas? Non. Bah alors pourquoi est-ce qu'on aura pas eu de problème? Simplement parce qu'en été est chaud, pourquoi on a des problèmes d'acidité? Il faut avoir confiance à sa viticulture. La viticulture bio, ça permet d'avoir plus d'acidité, de matière dans les vins. Et la différence entre une viticulture bio et encore plus biodynamique par rapport à une viticulture conventionnelle, c'est qu'au niveau structure, au niveau matière et au niveau acidité, on est bien au-delà de tout ça, quoi. Donc je vois pas pourquoi les bons vignerons du Sud acidifieraient pas. Puis que nous, parce qu'il y a un été un peu plus chaud d'habitude, on se dit ah mince, il faut acidifier. Pour arrêter, faut laisser faire ça aux techniciens, il faut ça très bien. Donc Très bien. il y a beaucoup d'acides qui vont être mis dans les régions du Nord, mais voilà, pas chez les bons vignerons, je pense pas. Tout à fait. Alors, maintenant, on va partir dans les chais pour parler justement des vins jaunes. Avec Stéphane, donc devant les fûts et les amphores. Stéphane, peux-tu nous parler vraiment de tes grands principes de vinification et ta philosophie? Les grands principes de vinification. J'irai déjà dans le Jura, on a la chance de toucher un peu à tous les vins. Dans le Jura, par tradition et pas par mode, on va faire des vins secs, des vins oxydatifs, des vins effervescents, des vins rouges, des vins liquoreux, des vins passerillés, des vins mutés avec le magvin. On touche à tous les vins. Et ça fait partie un peu de notre tradition. C'est ces petits vignobles qui ont peut-être, à un moment, été un peu en retard par rapport aux autres, parce que c'est vrai que dans les années 60, le Jura était quand même un petit peu à la ramasse, et c'était vrai. On gardait les traditions, et ce qui fait que dans le Jura, mon père, quand il a commencé, par exemple, il faisait tous les vins qu'on trouve maintenant. Un peu de Macvin, un peu le vin jaune qui a commencé à le faire en 75, mais on faisait tous ces vins-là par tradition. Et donc ce qui est assez intéressant en termes de vinificateur, c'est qu'on touche à tout. Donc ça, le but, c'est d'être régulier le maximum depuis la première cuvée jusqu'à la dernière. Après, par exemple, pour les créments. Les créments, moi j'essaie de me faire plaisir, on fait plusieurs créments, je fais des élevages longs sur des chardonnays, je fais depuis l'année dernière un pinot sans soufre élevé en fût, ça va être super bon. Et puis depuis quelques années, je fais un crément indigène, depuis 10 ans maintenant, où la prise de mousse est faite 100% avec du jus de vin de paille, du vin de paille non fermenté en guise de liqueur de tirage, et du vin de paille en fermentation en guise de pied de cuve, de starter. Ce qui fait qu'on a 100% levure de chez nous, 100% sucre de chez nous. C'est ce qu'on appelle le crément indigène et c'est assez intéressant. Ah, il est assez fabuleux. Un crément indigène, on fait un carton avec ça. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'est pour les créments. Là, cette année, par exemple, à peu près les 2 tiers de mes créments ont 0 soufre
Et dans le tiers qui reste, il y a entre 0,8 et 1 gramme. Donc très peu de soufre. Dans les chardonnays, je fais 10 chardonnays différents comme on a parlé tout à l'heure. Mes premiers essais de chardonnay sans soufre, c'est 2000. J'ai remis à partir de 2005 un tout petit peu de soufre dans tous les chardonnays avant la mise. Pourquoi? Parce que je pars du principe que quand on fait des élevages réducteurs comme moi, où il y a beaucoup de lits, beaucoup d'activités levurines et tout ça, et que je les mets en bouteille entre 1 an, 18 mois et 24 mois, on est encore sur des vins avec beaucoup d'activités levurines et beaucoup de réduction, et les levures se développent très facilement dans les bouteilles après. Je m'explique, vous prenez un vin sans soufre, un chardonnay sans soufre, dans mon style de vinification, vous prenez le tonneau, vous goûtez le tonneau, le vin goûte super bien, vraiment très très bon. Vous le mettez en bouteille comme ça, il va être très bien comme ça pendant 1 mois, et au bout de 2 mois, il va y avoir un petit développement de levure dans la bouteille qui vont faire que le vin part un peu en réduction, et pendant 4-5 ans, le vin va être très marqué par les levures. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu, parce que je recherche énormément de définition de terroir, et ce côté réducteur dans ce style de vinification que je pratique va faire que finalement les vins vont perdre un peu leur côté terroir, et finalement ça va être que ce côté sans soufre qui va ressortir. Et par rapport à ça, de mettre 1 gramme et demi de soufre à la mise en bouteille, pour moi ça permet d'avoir une précision, une définition du terroir qui est beaucoup plus forte. Donc de 2000 à 2004, j'ai fait quelques cuvées de chardonnay sans soufre, quelques terroirs sans soufre, et à partir de 2005, j'ai tout remis un petit peu de soufre à la mise en bouteille. Après, le 0 soufre sur le chardonnay, pour moi, ça va bien si on fait des élevages longs, ou alors sur des millésimes avec beaucoup d'alcool. Si vous avez des vins comme 2017, 2018, quand vous avez énormément d'alcool, vous avez une certaine stabilité levurienne après votre mise en bouteille. Donc là, par contre, on peut diminuer les soufres, peut-être voire l'annuler sur certaines cuvées, mais il faut vraiment qu'il y ait 14 alcools ou plus pour avoir une stabilité qui soit là. Ça, c'est un peu mon principe mon principe, si vous voulez, sur les chardonnays. Après le chardonnay, c'est des fermentations très longues. Souvent, j'ai des chardonnays qui fermentent pendant 1 an et demi. Donc, très peu de soufre. Tous mes chardonnays sont en dessous de 20 mg de CO2 total. Donc, 20 mg de CO2 total, c'est très faible. Mais entre 0 et 20, c'est beaucoup d'écart. Donc, voilà un petit peu ma définition. Et puis voilà, puis après, on a des vins qui tiennent très bien dans le temps, qui vieillissent bien malgré cette faible quantité de soufre en chardonnay. Pour les rouges, par contre, c'est un peu différent. La plupart des rouges, comme on disait tout à l'heure, sont installés sur 18 cuves de rouge, ce qui est énorme, enfin des cuves entre 2 et 4 tonnes, donc c'est pas des grosses cuves non plus. Mais il n'y a qu'une cuve qui a un petit peu de soufre, toutes les autres sont vinifiées sans soufre. Et pour moi, j'aime bien donc vinifier sans soufre pas mal de cuves. Il y en a, on va aller jusqu'au bout sans soufre, c'est à peu près la moitié de mes cuvées. C'est la cuvée Dédé, tous les poussards, les troussons en amphore, des choses comme ça. Et puis après, dans les autres cuvées, on va rajouter un petit peu de soufre. Soit par exemple dans les pinots noirs, parce que dans les pinots je vais faire un petit peu d'élevage, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait des pièces, et en élevage en pièces pendant 1 an, avec un petit peu de fût neuf, et pour ça je trouve que c'est intéressant de remettre un petit peu de soufre parce que je vais finir l'élevage. Le pinot pour moi nécessite de l'élevage. Ou alors pour le trousseau singulier, parce que j'ai pareil un élevage assez long, et je vais mettre un petit peu de soufre dans la mise en bouteille, et après la malope pour que justement on puisse avoir un vin qui reste très droit, très pur. C'est un autre style, on va dire la moitié de mes cuvées en rouge sont faites avec 0 soufre, et l'autre moitié, je recherche un petit peu plus d'effet terroir, un petit peu plus de définition, un petit peu plus de précision avec des élevages plus longs, et là, je remets un petit peu de soufre. Voilà un petit peu pour les rouges. Après, pour les jaunes ou pour les vins oxydatifs, c'est un petit peu différent, parce que le vin jaune, le savagnin aura peut-être besoin, certaines cuvées, un petit peu de soufre au début, mais de toute façon, à la fin, ça ne sert à rien d'en mettre parce que de toute façon, le vin jaune est plein d'aldéhyde, d'éthanal, de tout ce qu'on veut naturellement par la création, par le vieillissement sous voile. Et tous les soufres que vous pouvez mettre va être tout de suite combiné. Donc ça ne sert à rien d'en mettre. Ça sert à rien. Donc ça ne sert à rien de mettre du soufre à la fin dans un vin jaune, dans un vin oxydatif. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que tous les cépages, tous les cuvées, pour moi, c'est d'essayer d'avoir une recherche pour dire je cherche à adapter la meilleure vinification que je préfère, que j'aime bien. On n'a jamais la science infuse, mais on cherche chacun une définition du goût qu'on aime bien. Et donc ce que je recherche, c'est d'adapter en fonction des cépages et des terroirs, de façon à mettre pas de soufre sur certains vins, un tout petit peu de soufre dans d'autres, pour arriver à la fin à ce que je veux. Le but, c'est comme le sans soufre, je pense que c'est comme le bio, il faut que ça soit un moyen, il ne faut pas que ce soit un but. En tout cas, c'est mon but. C'est-à-dire que de faire toutes les cuvées sans soufre, je trouve que ça m'embête parce qu'il y a certaines cuvées où je vais passer à côté de trucs que je veux. Donc de mettre un petit peu de soufre, rien, 15, 20 mg, c'est rien du tout. Je trouve qu'on a plus de définition, plus de précision. Et sur certaines cuvées, c'est ce que je veux. Par exemple, quand je fais 2 pinots noirs vendanges entières sans soufre au début, de mettre un petit peu de soufre
après la malo, ça me permet d'avoir l'effet terroir beaucoup plus fort entre les calcaires et les argiles, entre par exemple mon pinot sous la tour et le pinot au barberon qu'on a goûté tout à l'heure, d'aller beaucoup plus loin dans l'expression de terroir. Et ça, c'est ce que je recherche et j'aime bien ça. Par contre, d'avoir un vin croquant, ou alors le Poulsard qui est pour moi comme la Syrah, un cépage très réducteur, qui aime bien on va dire la vendange entière, au moins, qui aime bien ne pas être trituré avant les vinifications. C'est pour ça qu'on y grappe tout, les Poulsards à la main, comme tous les trousseaux à la main, pareil. Donc de garder ce côté croquant du raisin. Le Poulsard, qui est réducteur par nature, c'est bien justement de garder le zéro soufre, puis d'avoir un vin à la fin qui soit à la fin hyper fruité, hyper croquant, et le côté sans soufre qui soit vachement intéressant. Donc on sent beaucoup de Il réflexion. faut que je mette une montre. Il y a une montre qui est partie. Là par exemple, c'est la Rioche 2017, qui est encore en pleine bourse, ça fait 1 an. Ah ouais? Et là, il y a une montre qui vient de partir, elle n'était pas hier, donc elle vient de partir ce matin. Et donc j'en mets une montre parce que la montre a dû sauter. Donc on sent en toi une grande réflexion pour être au plus proche de ta vigne et de ton terroir. Ensuite, pour toi, on va commencer par les amphores. Quel est l'objectif de travailler sur des amphores pour toi? Les amphores, au début, moi j'avais goûté des amphores à droite à gauche, en Italie ou ailleurs. Et c'est Philippe Viré qui a fait bosser vous savez, de la vallée du Rhône, qui a fait bosser un potier à côté de chez lui, en voyant un petit peu ce que donnaient les amphores. Et il me dit, tu veux en essayer une ou deux? Ouais, ça c'était en 2009. Je dis, ouais, je suis preneur, pas de problème. Et donc en 2009, donc, on a essayé des blancs macérés en amphore au début. Et maintenant, donc, on fait beaucoup plus de rouge que de blanc. L'amphore, il y a différents styles d'amphore. L'amphore, elles peuvent servir à rien, comme elles peuvent trop faire évoluer le vin. En clair, la température de cuisson d'une amphore va énormément faire évoluer, va tout générer dans l'amphore. Si vous cuisinez à trop basse température, à 700-800 degrés, l'amphore c'est une vraie passoire et elle fuit partout. Donc par exemple, c'est ce qui se passe en Géorgie, ils mettent de la cire d'abeille pour étanchéiser. J'en ai une d'amphore géorgienne, on a acheté en 2013. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'en mettant la cire d'abeille, on coupe tout la porosité que peut amener la terre cuite. Donc pour moi, c'est pas ce que je recherche dans l'amphore. Et donc cet amphore, d'ailleurs, je fais que des macérations de blanc. J'ai arrêté de faire des rouges dedans. Et par contre, pour le blanc, ça peut être intéressant parce que pour le blanc, on a moins d'échanges. Donc je fais juste la Gvévry géorgienne, je m'en sers que pour la macération des blancs. Donc les amphores qu'on utilise, donc celles faites par Alain Berthéaz à côté de Vaison-la-Mort romaine. Elles sont assez sympas parce qu'elles sont cuites à bonne température, environ 950 et 1000 degrés. Et ces amphores-là, elles vont être au début légèrement poreuses, c'est-à-dire pendant 1 ou 2 ans, elles vont légèrement fuir parce qu'on les utilise au début que pour faire les macérations. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un échange assez fort avec l'extérieur. Donc on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'oxydation ménagée, énormément de porosité. Mais ce qui est marrant, c'est que cet amphore, donc, avec cet échange oxydatif qui va faire évoluer le vin qui est fait dedans, il garde énormément de fraîcheur, il garde énormément donc, de dynamique, d'énergie. Et l'oxydation excessive, normalement, qui va, on va dire, faire évoluer le vin prématurément, ou qui va, on va dire, l'oxyder, là, ça va l'élargir, ça va gommer les tanins, ça va le faire évoluer, mais en aucun cas, ça le fait évoluer prématurément. C'est-à-dire qu'on reste sur la réduction avec un élevage qui est super intéressant, et surtout une dynamique et un gras qui est vraiment sympa. Donc là, cet élevage, cette macération, et cet élevage dans ce style d'amphore, pour moi, c'est exactement ce qu'on doit rechercher dans l'amphore, c'est-à-dire l'évolution, mais on garde la fraîcheur. Dernière petite chose, donc on va faire un petit focus sur les vins jaunes. On va aller dans les caravans jaunes pour ça. Ouais. Donc là, on est dans les caravans jaunes. Alors, petite parenthèse, ça, c'est nos égrappoirs qu'on utilise pour égrapper les Poulsards trousseaux. C'est-à-dire que chez moi, tout ce qui est pinot noir est vendange entière. Et par contre, les Poulsards trousseaux sont tous égrappés. Alors, on a 2 cribs, c'est ce qu'on appelle les cribs dans le Jura. Et donc, c'est ces planches percées, comme ça, qu'on va mettre sur un cadre. Et donc, quand on va égrapper, on va faire bouger les raisins. Donc, on va faire bouger les raisins donc, sur ce crib, sur ces planches perforées. Les rafles vont rester au-dessus et les raisins vont descendre dessous. Et par contre, les raisins vont être vraiment pas du tout brutalisés. Et on reste on se retrouve avec des raisins qui restent des billes. Et ça, c'est vachement intéressant parce que Poulsard Trousseau, qui sont plutôt des cépages assez subtils, avec ça, on va pouvoir plutôt faire une macération très en douceur, tout en finesse. Donc là, avec ça, on va plutôt faire des macérations qui vont plus ressembler à
des infusions plutôt que des extractions très fortes. Alors que nos cépages Poulsard-Trousseau ont toujours besoin plutôt de finesse. On ne va pas faire une Syrah, on va pas faire un Cabernet avec nos cépages. Le principe, c'est simplement d'avoir des choses qui restent typées de Poulsard et Trousseau et puis qui restent vraiment fins. Donc là, nous sommes avec Stéphane au milieu des fûts de vin jaune. Donc on va faire un petit focus là-dessus parce que c'est actuellement, on parle beaucoup des chardonnays houillés, du Jura, choses comme ça. Mais les vins jaunes, c'est une très belle production. Et Stéphane, peux-tu nous dire un peu comment tu fonctionnes au niveau de l'élevage? C'est surtout la tradition du Jura. C'est le vin jaune, c'est le vin le plus typé, c'est le vin le plus caractéristique du Jura. Il y a maintenant moins, mais il y a 15-20 ans, quand on parlait de vin du Jura, les gens avaient l'idée du vin jaune en tête. C'est-à-dire ce vin typé, ce vin puissant, et c'est le vin jaune que les gens retenaient le plus parce que c'est sûrement le plus typé. Maintenant, le vin jaune a vachement évolué parce que déjà, il y a beaucoup plus d'amateurs de vin jaune. Il y a quelques années, il y avait des gars qui buvaient pas de vin jaune, ils les stockaient en cave. Et puis, comme les vins liquoreux, ils n'en buvaient pas. Maintenant, les gens commencent à boire du vin jaune parce que c'est un vin qui a une vraie délicatesse, une vraie profondeur. Et puis, des accords mets et vins avec des vins jaunes, il y a des trucs fabuleux, quoi. Donc, en tout cas, le vin jaune, si on repart depuis le début, Savagnin, 100%, uniquement planté sur des sols argileux. Les sols argileux du Jura, ils sont assez pauvres, donc peu de rendement hectare, sur un cépage en plus assez rustique, donc on va pouvoir vendanger assez tard. Donc souvent des gros degrés d'alcool. Cette année, on a plus de 15 degrés, mais c'est même trop. On est à plus de 15 degrés sur la plupart des Savagnins. Et en même temps, du fait qu'il est planté que sur des sols argileux, donc sur des sols assez frais, assez denses, c'est des sols assez froids, on garde beaucoup d'acidité naturelle. C'est-à-dire que, par exemple, la Maillotche en 2015, en vin jaune, alcool 14,5, pH de moins de 3. C'est des vins assez dingues, assez surprenants par leur matière. Et donc ce cépage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui faire subir un truc assez dingue qu'on fait depuis très longtemps dans le Jura, c'est du vin jaune. On remplit le tonneau au début, donc on ne le touche pas, on recherche plutôt l'évolution même avec l'air, vous voyez les montes sont juste posées. On ne va jamais compléter le tonneau, ce qui fait que le niveau va petit à petit baisser par l'évaporation du bois. À peu près le tiers du tonneau va s'évaporer en 6 ans, puisque c'est 6 ans minimum le temps de vieillissement. Et à la surface du vin, on va se retrouver avec un vol de levure qui va protéger le vin et qui va petit à petit transformer le vin pour lui donner des arômes de noix, d'épices et de curry. Venez voir, dans ce tonneau-là, ça sera peut-être plus simple. Venez voir si vous voulez filmer là-dessus. Vas-y. Donc ça, c'est un Savagnin 2014 des Bruyères, qui a encore un petit peu de temps de vieillissement. T'arrives à voir? Oui, là c'est bon. J'ai vu. On en était au Savagnin. Oui. Donc le Savagnin, on va le faire vieillir ici pendant 6 ans sans y toucher. L'évaporation peut à peu près se comptabiliser à peu près au tiers du tonneau. Il y a quelque chose d'assez original que je fais depuis maintenant le millésime 2003, c'est que je m'amuse à faire des vins jaunes parcellaires. Normalement, le vin jaune pour beaucoup, c'est un vin de vinification. Par exemple, chez moi, depuis 2003 justement, je fais une partie en cave chaude, une partie en cave fraîche qui est un peu plus humide. Et ça, parce que la partie en cave chaude, qui est plus la typicité d'Arbois, va donner un peu plus de puissance, et la partie en cave fraîche, qui est plus la typicité de Château-Chalon, va donner plus de finesse. Et souvent, Arbois est en cave très chaude et Château-Chalon est en cave fraîche. Et moi, donc depuis 2003, je m'amuse à faire un mix entre les deux. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on a l'avantage des deux caves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup, le vin jaune est un vin de vinification. Et si vous allez en Espagne avec les Jerez, les Finaux, dans la tête des gens, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que le terroir est mis de côté, mais après, on parle beaucoup de vinification. Le vinificateur va faire beaucoup. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Je pars du principe que si on travaille correctement la vigne, l'effet terroir est très fort. Et les premiers essais que j'ai fait en 96 étaient assez flagrants. Et ce qui fait que 2003, on a commencé à faire tout sélectionner les vins jaunes de terroir, en commençant par 3 jaunes, maintenant j'en ai 6 différents. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, on a chaque année la même définition dans chaque terroir. Et cette vinification finalement qui est très brutale, très rustique pour le vin, laisser le vin pendant 6 ans en vieillissement sans oxydation ni rien, ça permet vraiment de garder pour chaque terroir, que ce soit les Bruyères, la Mazet, le Spo et la Maillotche, l'identité qu'on a dans les jus de raisin et l'identité qu'on a dans les vins avant vieillissement. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et chaque terroir s'exprime de façon différente. Et là, quand on goûte les 6 vins jaunes l'un à côté de l'autre en parallèle, on a 6 vins qui n'ont rien à voir du tout, qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est intéressant parce que chacun aura pratiquement des accords mets et vins qui seront différents. Donc c'est assez sympa. Je m'amuse à faire ça parce que le vin jaune, pour beaucoup, c'est avant tout la puissance. Mais le vin jaune, c'est beaucoup de subtilité, beaucoup de complexité, beaucoup de finesse.
Et en allant loin dans ces définitions de terroir, eh ben on y est, on a expliqué la définition, la complexité d'un terroir et la finesse d'un terroir, on est à fond là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis pour le moment, je suis seul à faire ça, mais j'espère que ça se généralisera un peu dans le vin jaune, de finalement parler beaucoup plus de l'origine du vin jaune, du terroir, pour montrer que finalement, il n'y a pas qu'un vin jaune, il y a plein de vins jaunes différents. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre quelque chose de différent, juste qu'un vin de vinification. Les dernières choses, avant de te relâcher, parce que les vendanges, il faut être au four et au moulin, tu as une petite particularité sur une cuvée en élevage sur les vins jaunes. Ah, le vin jaune, ah ben oui, ça fait depuis un peu plus de 10 ans, je file chaque année des fûts de vin jaune à la maison Michel Couvreur à Beaune, qui font donc des whisky vieillis dans les fûts de vin jaune. Et depuis 2004, on fait de temps en temps un tonneau. Et sur des tonneaux qui me filent, donc c'est les tonneaux de droite, ou des tonneaux où ils me donnent quelques tonneaux en échange. Et par exemple là, il y a le tonneau en bas à droite, c'est un tonneau donc, qui a eu du Pedro Jiménez dedans, donc PX, qui a fait des whisky chez Couvreur et maintenant qui fait des vins jaunes chez nous. Et puis au-dessus, c'est un I Love Jura, donc c'est assez marrant, c'est un petit clin d'œil, voilà quoi. Donc là, ces 3 tonneaux là, c'est 2012, et ça sera donc un vin jaune qu'on appelle le vin jaune W. C'est vieilli en fût de whisky, et c'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec des arômes assez similaires au whisky. C'est un vin qui est assez puissant et qui peut être tout en finesse. Et le vin jaune, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un vin jaune, même avec un cigare ou avec ça peut être des fois bu presque comme un digestif, le vin jaune, dans certains cas. Et d'assembler les deux, je trouve que c'est assez intéressant. Et ça va pareil, ça va un peu dans ce goût de l'échange, dans le goût de... Moi j'aime bien l'échange avec les gens, j'aime bien un peu la communication. Et c'est assez marrant, par exemple là, il y a Cantillon, Jean Vendroit de Cantillon, donc, qui fait depuis quelques années donc, une gueuse, vieillie dans les 2 fûts de vin jaune que je file chaque année. Et moi j'ai toujours la vie est belle parce que la vie elle est en ce moment très active pour les périodes de vendange, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et il m'appelle un coup, il me dit j'ai trouvé un nom pour notre bière, ça s'appelle la vie est belge. Je dis il y a les feux, ça ira bien. Et donc voilà, il y a 2 tonneaux donc, de vin jaune qui finit chez Cantillon et il fait une cuve avec qui s'appelle la vie est belge. Et pour lui c'est sa meilleure bière et ça me fait plaisir parce que c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, le Jura c'est plein de choses, Justement, c'est peut-être là aussi on est au bout du truc, c'est que c'est 4 semaines de vendange parce que depuis les Créments jusqu'au Savagnin, jusqu'au Vin de Paille, c'est 4 semaines de vendange. On finit les vendanges, on est un petit peu claqué, c'est pour ça que j'ai un peu la voix éraillée, que je suis un peu plus speed. D'habitude je suis speed, mais je suis encore plus speed en ce moment. Parce qu'il y a tout le monde à gérer. Il n'y a plus que 2 jours de vendange, mais c'est un millésime d'anthologie. Et je suis content parce que c'est un millésime qu'on n'a pas loupé. On a tout essayé d'être précis sur toutes les cuvées. Et donc voilà, et 2018 ça va être grand, et donc rendez-vous dans déjà les premiers DD dans 7-8 mois, ça va être sympa. En 82, c'était une année extraordinaire. On disait même qu'on avait su les piquets et les fils de fer tellement il y en avait. Ouais. Cette année, c'est encore plus que ça. C'est magnifique. Donc nous sommes avec Bénédicte Tissot, donc dans une vigne de Savagnin au pied de la fameuse tour de Curon. Donc Stéphane nous a expliqué qu'il y avait donc un travail entrepris sur le vignoble en bio et biodynamique depuis de nombreuses années. Toi, tu t'occupes particulièrement donc, de tout ce qui est traction animale. Peux-tu nous dire donc ce qui a motivé ce choix et en pratique comment ça se passe avec le cheval? Voilà, alors là on est
au moment des vendanges. Donc là, je m'occupe plutôt de l'équipe que du cheval parce qu'on ne fait pas la vendange à cheval, hein, bien sûr. Pour le moment, on est en tracteur. Mais le reste du temps, donc à partir du mois d'octobre, là, je vais recommencer à buter les vignes pour justement travailler les sols. Donc on a un cheval depuis 2 ans maintenant. On fait à peu près 3,5 hectares de travail au cheval avec Bracadabra, il s'appelle, c'est son nom. Et voilà, qui a été un cheval qu'on a acheté chez Jean-Louis Canel, qui est pas très loin de chez nous, à Villers-sous-Chalamont, donc et qui est super bien éduqué, qui travaille très bien, et donc on arrive à buter, à débuter, à faire tout le travaux des sols avec ce cheval. D'accord, donc sur 3 hectares de vignes. Oui, 3,5 hectares. Donc Voilà. c'est des vignes que vous avez choisies ou c'est plutôt par rapport au fait qu'on ne puisse pas passer avec des engins mécaniques? Oui, c'est des vignes où en effet c'est très difficile de passer au tracteur. Par exemple, c'est les parcelles au-dessus là, de la tour de Curon. Donc tout ce qu'on voit là autour de la tour qui sont des terrasses plantées très serrées où c'est pas du tout accessible, c'est accessible qu'à pied. Donc un tracteur ne peut pas y aller. Donc tout ça, on a commencé à y travailler justement au printemps et à l'automne. Là, c'est les premiers labours. Il y avait déjà des labours qui avaient été faits en prestation avec un cheval aussi parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que le cheval pour travailler ces sols. Et puis depuis qu'on a notre cheval, c'est nous qui nous en occupons. Donc voilà, on travaille direct. Donc c'est à peu près combien d'opérations par an dans la vigne à cheval? C'est printemps et automne essentiellement. Oui. Printemps pour débuter et pour retravailler les sols, enlever l'herbe. Et puis automne pour buter la vigne et voilà, la recouvrir de terre. Là nous sommes sur plutôt un terreau argileux. Oui, là on est sur des argiles parce que là c'est des savaniens. Donc du coup ça demande des terres, c'est des argiles du Trias en général. Donc voilà, c'est des terres très, très riches et qui collent parce que là il y a plu un petit peu ce matin. Donc, on voit quand même que le sol est plutôt assez aéré et puis on voit une belle pousse d'herbe. Oui. L'enherbement, c'est quelque chose de systématique ou c'est le millésime qui a voulu ça? L'enherbement, ça se fait tout seul évidemment. Donc nous on travaille sous le pied et puis voilà, juste à côté et puis on laisse pousser au milieu. Oui. D'accord. Ouais. Et la hauteur de palissage aussi, c'est un choix? Oui, enfin là après c'est classique, hein, c'est le palissage classique ici dans le Jura. Et après sur les parcelles qu'on a au-dessus en Curon, c'est différent parce que c'est planté sur échalas. Donc là on n'a plus de palissage du tout, c'est enroulé autour de l'échalas et c'est planté plus serré au niveau densité, donc c'est un petit peu différent. Mais là on est dans une vigne plus classique comme on en a beaucoup. Très bien. Nous allons laisser Bénédicte retourner à la vendange parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Et 36 personnes qui m'attendent là-haut. Voilà. Il faut que j'y retourne. Merci beaucoup Bénédicte. Merci à vous et puis voilà, le soleil revient donc c'est super. Bonne fête vendange. Merci.